Marie-Mina, qu'entendez-vous par astuce santé? Les astuces santé sont les outils spéciaux que vous pouvez ajouter à vos routines quotidiennes pour améliorer vos atteintes de longévité. Appelés hacks ou biohacking en anglais, ce sont des astuces qui viennent de s'ajouter quelque chose de plus que seulement le mode de vie et une alimentation saine. Ces astuces donc sont pas considérées indispensables, mais elles contribuent à améliorer les résultats, surtout si pour une raison quelconque, on ne peut pas adopter un mode de vie sain, comme par exemple en raison de voyages, du travail ou des vacances. Cela signifie-t-il que dans la plupart des cas, et en raison du mode de vie occidental, un mode de vie sain et une alimentation saine ne suffisent plus? En théorie, c'est suffisant. Cependant, dans la réalité du monde occidental, nous menons une vie bien remplie avec de nombreuses responsabilités et toutes sortes de délais à respecter. Cela empêche souvent une alimentation et un mode de vie sain, ce qui signifie que nous ne pouvons pas vivre aussi sainement que l'on souhaiterait. Nous ne pouvons pas toujours bien manger, maîtriser notre niveau de stress, bien dormir et faire suffisamment de l'exercice physique. Cela peut entraîner un stress oxydatif et une inflammation chronique qui sont susceptibles de déclencher des troubles métaboliques et un déséquilibre mitochondrial. C'est surtout dans ce genre de situation que ces astuces santé peuvent aider à alléger le fardeau du corps. Évidemment, ces astuces peuvent être utilisées en complément d'une alimentation et d'un mode de vie parfait et ainsi contribuer encore plus à améliorer et optimiser la longévité. Quelle serait l'astuce numéro un que tout le monde devrait faire? En raison de notre mode de vie occidental actuel, je dirais que le manque de flexibilité métabolique est le plus gros problème. Cela signifie que nous ne pouvons pas brûler et utiliser correctement les glucides et les graisses que nous consommons, et que par conséquent, nos mitochondries ne peuvent pas produire correctement de l'énergie. Au lieu d'utiliser ces aliments consommés comme l'énergie, ils sont stockés sous forme de graisse et nous commençons à nous sentir fatigués et épuisés parce que les mitochondries ne fonctionnent pas correctement. Cela entraînera à long terme des problèmes cardiométaboliques, du diabète, d'obésité, de la fatigue chronique et même des troubles mentaux et hormonaux. Évidemment, aucune astuce ne peut pas surmonter une mauvaise alimentation ou un mode de vie sédentaire et stressant, donc une bonne alimentation et un bon mode de vie doivent toujours être appliqués comme base de gestion de la longévité, mais parallèlement à cela, l'astuce la plus importante qui peut aider à lutter contre la rigidité métabolique est le jeûne intermittent. Comment le jeûne intermittent devrait-il être appliqué à nos routines quotidiennes? En fait, il n'existe pas de méthode unique et parfaite pour tout le monde. Par exemple, la façon dont cela fonctionne pour les hommes ne fonctionne pas toujours aussi bien pour les femmes en raison de nos différences hormonales. Nous savons également que le jeûne intermittent 16-8, bien promu, n'est pas bon à long terme parce que notre corps s'habitue au nouveau rythme et considérera bientôt ce modèle de jeûne comme la nouvelle normalité. Cela signifie que nous devons être flexibles dans notre style de vie de jeûne et modifier la longueur pour d'une certaine manière surprendre l'organisme. Nous savons également qu'un jeûne d'au moins 17 à 19 heures est bénéfique pour le processus d'autophagie, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée qui nettoie et détoxifie le corps de l'intérieur tout en stimulant la régénération de nouvelles cellules. De plus, on sait qu'un jeûne intermittent de 24 heures est bénéfique pour la muqueuse intestinale et peut bien aider à résoudre plusieurs problèmes intestinaux. Et en revanche, on sait que pour perdre du poids, un jeûne de 48 heures peut être très très utile. D'ailleurs, nous savons aussi que pour les femmes fertiles, un jeûne intermittent autour de l'ovulation ou juste avant des règles peut être très néfaste. C'est pourquoi les femmes fertiles doivent faire beaucoup plus d'attention au moment où elles jeûnent. Donc au final, il n'existait pas une mode ou une durée de jeûne, ni un mode de vie qui convient à tout le monde, comme on sait bien, mais plutôt de nombreuses options
qui peuvent être utilisés de manière individualisée et qui reflètent toujours vos besoins d'aide. De plus, bien évidemment, pour optimiser le jeûne intermittent, il convient de suivre un régime pauvre en glucides, riche en fibres, en contenant des quantités suffisamment de protéines et des bonnes graisses alimentaires. Et même si nous savons que la restriction calorique peut être bénéfique pour la longévité, en longue durée, ça peut être néfaste. Et on sait que le jeûne intermittent va beaucoup au-delà. Donc, la restriction calorique peut être suffisante pour une petite durée de temps, mais en long terme, ça peut déclencher la production de cortisol qui va mettre le système nerveux sympathique en route et qui va mettre notre corps dans un état où il veut soit se fuir, soit se battre, ce qui n'est pas bénéfique pour notre système métabolique ni pour nos mitochondries. Existe-t-il d'autres astuces pour lutter contre la rigidité ou les troubles métaboliques? Oui, il y en a. Et celui qui a fait le buzz ces derniers temps est l'exposition à la lumière le matin. Cela aide à réguler nos rythmes circadiens et cela aide nos mitochondries dans leur production d'énergie. L'exposition à la lumière aide également à réguler le cortisol et les neurotransmetteurs et donc contribue aussi à réguler notre immunité. Aussi important que l'exposition à la lumière le matin, il est aussi nécessaire d'atténuer la lumière la nuit lorsqu'il fait sombre. La lumière artificielle, en absence de la lumière naturelle, dérégule les mêmes rythmes circadiens, nos horloges internes qui sont les principaux régulateurs de notre métabolisme. En pratique, cela signifie que pendant la première heure après le réveil, il faut passer 5 à 15 minutes dehors sans lunettes de soleil et s'exposer à la lumière du jour. Pendant les mois sombres en hiver, les lampes artificielles lumineuses à l'intérieur peuvent aussi être bénéfiques. Et la nuit, en revanche, la lumière artificielle devrait être atténuée au moins 2 heures avant le coucher. Profiter de dîner aux bougies, les cheminées ou bien les verres bloquant la lumière bleue sont de bonnes options. Qu'en est-il de l'inflammation? Vous dites que les troubles métaboliques affaiblissent l'immunité et provoquent un stress oxydatif. Alors, que pouvons-nous faire pour lutter contre cela? Outre une bonne alimentation combinée à un jeûne intermittent et à l'exposition à la lumière, il y a 2 choses. C'est ce qu'on appelle les plongées à froid et l'activité physique. Les plongées à froid signifient que nous exposons notre corps dans de l'eau froide pendant une courte période. Quelques minutes suffisent. Il peut s'agir soit d'une douche froide, d'un bain glacé, d'un plongeon dans la neige ou bien d'une cryothérapie. Et en fait, cette exposition au froid active nos cellules adipeuses et aide à produire davantage des cellules adipeuses dites brunes qui contiennent plus de mitochondries. Donc cela signifie que ces cellules adipeuses sont capables de produire plus d'énergie et de chaleur. Par exemple, les nouveau-nés possèdent de nombreuses cellules adipeuses brunes juste après la naissance qui les aident à produire de la chaleur qui la maintient au chaud. Malheureusement, le mode de vie sédentaire augmente le nombre de cellules adipeuses blanches qui sont moins saines, qui sont métaboliquement inactives et qui peuvent donc devenir beaucoup plus facilement inflammées. C'est le double anneau habituel qu'on trouve autour de notre ventre. Et ce sont le plus souvent ces cellules adipeuses blanches inactives qui sont aussi pro-inflammatoires. Donc en pratique, ces bains froids ou plus simplement ces douches froides aident à activer notre tissu adipeux et puisqu'ils activent notre production d'énergie mitochondriale, ils peuvent également aider à ressentir l'énergie. Dans le meilleur des cas, ces plongées froides sont combinées à une thérapie chaude et ou à la chaleur. Cela peut signifier que nous prenons un sauna avec une douche froide ou alors que nous faisons un exercice intensif qui se termine par une douche froide. Il est aussi important de noter cependant que lorsque nous sommes stressés et que notre tonus vagal est un petit peu déséquilibré, les plongées à froid peuvent faire plus de mal que du bien. Si nous nous sentons choqués en prenant une douche glacée, cela pourrait contrecarrer l'effet attendu.
Dans ce cas-là, asperger d'eau glacée uniquement sur notre visage ou utiliser de la glace sur notre ventre ou sur notre visage pourrait suffire. L'individualité, comme toujours, est la clé. Une autre chose plus douce que le froid est la thérapie par la lumière rouge. Elle a des effets anti-inflammatoires et stimulants sur les mitochondries. Elle est très efficace pour lutter contre toutes sortes de situations inflammatoires en apportant des sensations agréables et de la chaleur. Euh, Tout ça aide également à réguler notre système nerveux, donc la lumière rouge est très bénéfique pour tous ceux qui ont un système nerveux un petit peu déséquilibré. Y a-t-il autre chose que nous pouvons faire pour équilibrer le tonus vagal? Oui, l'astuce santé numéro 1 est aussi simple que bien respirer. Les expirations longues sont le meilleur moyen de calmer notre système nerveux et activer le nerf vague. Une autre bonne astuce respiratoire est la respiration alternative par les narines, connue du yoga, et aussi la respiration appelée box breathing, ce qui veut dire que l'inspiration, l'expiration et les pauses entre les deux sont toutes la même longueur. D'autres astuces consistent à soupirer, chanter, fredonner, se gargariser et aussi tout ce qui fait éclater nos niveaux d'oxytocine, comme le rire, la communauté, le partage, les câlins, les caresses d'un animal compagnie. Les actives qui suscitent des sentiments de gratitude aident également à équilibrer notre tonus vagal, donc activer le nerf vague. Et tout ça peut être la méditation, aider un ami proche, être dans la nature, cuisiner ou pouvoir pratiquer nos passe-temps préférés. De plus, on sait que l'acupuncture, les massages indiens de la tête, dormir sur le côté droit, faire le yoga, le tai chi, le qigong ou les sports qui calment le système nerveux peuvent être aussi les astuces très très bénéfiques. Existe-t-il des astuces nutritionnelles? Quelque chose que nous pouvons ajouter à notre alimentation? Le régime cétogène périodique ou bien le régime dit tendance céto sont souvent considérés comme les deux meilleurs régimes nutritionnels pour la longévité. Il existe bien évidemment des différences individuelles quant à savoir qui peut bénéficier d'un régime cétogène pur et strict en raison des différentes empreintes génétiques et par conséquent un régime tendance céto est souvent premièrement encouragé et conseillé. En amont, ce régime tendance cétogène signifie un régime qui est pauvre en glucides, limité en céréales et abondant en aliments végétaux qui sont riches en fibres. Également, suffisamment de sources de bons gras et de protéines sont dans le cœur de ce régime. Le régime cétogène pur et strict peut fonctionner périodiquement et ponctuellement. Cependant, car les corps cétones produits au cours de ce régime sont les molécules de longévité très très puissantes. Ils renforcent la santé cognitive, l'immunité, la flexibilité mitochondriale et métabolique, ainsi que la capacité antioxydante. Je recommande souvent un régime cétogène systématiquement après un jeûne un petit peu plus long pour quelques jours, un petit peu comme un déclenchement lors de la mise en place d'un mode de vie plus sain et surtout s'il y a une inflammation ou un déséquilibre métabolique qui se manifeste. Il convient également de mentionner que les corcétones sont produits non seulement lors de la pratique d'un régime cétogène, mais également lors d'un jeûne un petit peu plus long, le jeûne intermittent à partir de 17-19 heures, et lors de l'exercice. Et c'est pourquoi un jeûne intermittent et un mode de vie actif associé à un régime tendance céto sont très très bénéfiques. Et la raison pour laquelle d'un régime cétogène strict et pur à long terme peut être contre-productive est qu'il est souvent trop faible en fibres et en composés phytochimiques dans l'apport des divers aliments végétaux. Les fibres qui contribuent donc à notre flexibilité métabolique, à notre mobilité intestinale et à la détoxification sont véritablement les super aliments d'un régime de longévité et souvent on doit les limiter si on suit un régime cétogène très très strict. Souvent ces mêmes plantes riches en fibres
contient des phytonutriments très intéressants qui se révèlent bénéfiques pour notre longévité. Beaucoup de ces composants phytochimiques sont maintenant considérés comme des épinutriments, c'est-à-dire c'est les aliments qui sont capables d'optimiser notre expression génétique, donc ils contribuent largement à notre longévité. Ces aliments-là peuvent être ajoutés à notre alimentation quotidienne quand on suit un régime tendance céto, et ils comprennent des aliments comme le café et le thé vert, les épices comme le curcuma et le gingembre, des herbes comme le romarin, l'origan et le thym, des différents antioxydants phytochimiques que l'on trouve notamment dans les légumes crucifères et les oignons, les baies, aussi dans les graines de lin, de tournesol et de courge, de betterave, de chocolat noir et dans les aliments fermentés. Certains aliments d'origine animale sont également considérés comme des épinutriments très importants. Et c'est pour ça qu'un régime 100% vegan ou végétal peut être compliqué. Il s'agit des aliments surtout comme les œufs et le foie bio, le saumon durable et des autres poissons gras. Qu'en est-il des compléments alimentaires? Peut-on améliorer notre longévité grâce à la supplémentation? En effet, il y a des compléments qui pourraient être considérés comme des compléments de longévité. Cependant, comme mentionné précédemment, il n'y a aucun complément qui pourrait remplacer une alimentation bien équilibrée. Dans tout acte de santé ou bien de longévité, les sources alimentaires sont primordiaux. Soyez vigilants car certains signes avant-coureurs indiquent qu'une trop grande quantité de soi-disant les suppléments de longévité peuvent se retourner contre nous, déséquilibrer le fonctionnement du corps et nous éloigner davantage de notre objectif de longévité quand on les utilise trop et trop souvent. Cela dit, stimuler ce qu'on appelle la méthylation est très important. Cela peut impliquer une supplémentation en vitamine B active avec modération, de la choline qui est également très important pour la santé des neurotransmetteurs et des hormones, de la bétaïne, du zinc, du sélénium et du magnésium, ainsi qu'un apport suffisamment en acides aminés, donc une consommation suffisante des protéines. De plus, les antioxydants comme la curcumine, le resveratrol, la quercétine, le EGCG du thé vert, le sulforaphane, l'acide rosmarinique, l'acide alpha-lipoïque, l'ubiquinol et le glutathion, pour n'en citer que quelques-uns, peuvent être très bénéfiques, au moins ponctuellement. Du point de vue de notre santé intestinale, les sources variées de prébiotiques et probiotiques sont très importantes, avec ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, également appelés des postbiotiques. Le plus connu de ces postbiotiques appelle l'acide butyrique, qui pourra être très bénéfique notamment si l'on souffre des problèmes intestinaux ou bien on a une faible immunité. Pour finir, il convient de mentionner certains acides gras particuliers. Outre la choline, dont on a parlé tout à l'heure, les phospholipides sont très importants pour chaque membrane cellulaire de notre corps et ils sont également cruciaux pour notre santé cognitive. Enfin, du point de vue de notre immunité et santé intestinale, aussi la santé cognitive, les oméga 3 sont à privilégier.